Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous remercie vivement pour avoir accepté de réunir nos réflexions autour d'un thème et d'une mission d'avenir. Comment léguer ce que nous héritons? Les séminaires qui ont précédé ce colloque ont déjà tracé une longue et belle parabole de la tradition du Notre Père interprétée par Simone Weil à l'héritage franciscain médité par Pierpaolo Pasolini, des échos pythagoriciens en musique jusqu'à la naissance de l'autoportrait en peinture, pour terminer avec quelques lieux où la tradition se condense et mieux se manifeste. De la bibliothèque à la salle de cours, des notes inédites de T.S. Eliot suivant les cours de Bergson au Collège de France, jusqu'aux marginalia inédits de Beckett commentant les chansons et les sonnets de Pétrarque et au monde utopique de Michel Butor. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, non pas pour conclure, mais pour ouvrir, pour ainsi dire, encore plus ouvertement les chemins de la transmission dans la conscience de responsabilité qu'un héritage de beauté nous confie. Dans les conférences qui vont suivre, les musées, ces hauts lieux de mémoire et d'héritage, seront l'un des foyers essentiels, mais aussi les collections, les ateliers, la bottega, ou plus simplement la lecture et la réécriture des sources, le voyage de reconnaissance, la conscience même de se situer en héritier. Je ne voudrais pas soustraire du temps précieux aux conférences qui vont suivre et aux maîtres qui nous font l'honneur de nous apporter les fruits de leur expérience et de leur recherche. Je me bornerai à dire simplement quelques mots autour de cet adverbe indesinenter que je propose comme incipit et ouverture de notre journée. Indesinenter, latin un peu tardif, sans cesse, sans intermission. Indesinenter, néanmoins, n'est pas l'équivalent de continue. On ne peut pas le prendre au même sens. N'est pas le mouvement constant, comme continue, d'une parabole qui suit éternellement son cours, obéissant à la géométrie parfaite de l'univers. Indesinenter suppose un approcher de la fin qu'il faut repousser, le risque d'un épuisement qu'il faut éloigner par un supplément d'impulsion. Indesinenter est en effet un adverbe moderne. Il trouve son apogée dans les textes et les débats au XVIIe siècle que déclenchent les Principia Philosophiae de Descartes, suivi des remarques critiques pendant une longue période des Newtoniens qui suivirent. Si le mouvement était continu et gouverné par des forces constantes, hypothèse classique, l'harmonie des sphères, nous aurions indéfiniment des orbites parfaitement circulaires. Alors que les forces d'attraction réciproques des, là je cite Descartes, globuli materiae celestis, donc les petites sphères de matière céleste, exercent et donnent des impulsions et des accélérations, comme cette figure qui n'est pas un ouvrage de Vasarely, mais un dessin de Descartes, nous le montre d'une manière éloquente. Il y a là, bien sûr, un cercle, un seul, et puis des orbites d'attraction, des spirales de tension opposées qui s'exercent constamment dans l'univers. C'est une figure qui vient de la troisième partie de Principia Philosophiae. Sans attraction, sans cette tension, l'univers s'ouvrirait à l'infini, comme Jacopo Leopardi l'imaginera dans l'une de ses petites œuvres morales, Operette morali, s'ouvrirait à l'infini dans une accélération de désintégration pulvisculaire. Je le cite, « Nous savons que la Terre, en tournant perpétuellement autour de son axe, voit les pôles se rapprocher de son centre et les régions équatoriales s'en éloigner. De ce fait, elle change peu à peu de forme, s'élargissant chaque jour au niveau de l'équateur et s'affaissant toujours plus dans les régions polaires.
Au bout d'un certain temps, mesurable en soi, mais qu'il est impossible à l'homme d'évaluer, la Terre s'aplatira de part et d'autre de l'équateur et perdra totalement sa forme sphérique pour prendre celle d'une mince table ronde, d'un disque. Ce disque, sous l'effet de leur rotation, s'amincira encore et se dilatera au point que toute la matière se concentrera sur les bords et qu'il se perforera enfin en son centre. Le vide ainsi créé, se dilatant à son tour, la Terre perdra d'abord l'aspect d'un anneau, puis finira par se désintégrer. Ces fragments quitteront l'actuelle orbite terrestre, perdront leur mouvement circulaire, se précipiteront vers le Soleil ou quelque autre planète. Tout porte à croire, c'est encore Leopardi, que cette altération progressive de la forme sphérique de la Terre affecte, pour les mêmes raisons, chacune des autres planètes, même si ces phénomènes ne sont perceptibles que dans le cas de Jupiter. Et puis il continue, non seulement les planètes, qui comme la Terre tournent autour du Soleil, mais sans aucun doute toutes celles qui, comme nous devons le penser, gravitent autour de chaque étoile. Donc il y aura ce mouvement à l'infini. Le passage est très long et très beau, mais vous avez déjà l'idée de ce que Leopardi pense. Une fois disparues les planètes, la Terre, le Soleil et les étoiles, mais non pas leur matière, naîtront de nouvelles créatures, de nouveaux genres et de nouvelles espèces, et des forces éternelles de la matière prendra forme un nouveau monde, régi par de nouvelles lois. Voilà, donc c'est l'hypothèse d'un univers qui ne connaîtrait qu'une distension à l'infini, que nous voyons là, mais fort heureusement, il y a des forces qui se contrecarrent et de polarités qui tiennent, pour ainsi dire, ensemble ces tensions. De même, réciproquement, sans opposition de tension, l'attraction du centre serait fatale et ce mouvement porterait à une implosion vertigineuse au cœur de l'incandescence de la masse solaire. Je vous cite seulement la lettre de Celestino Galliani, newtonien, à Gregorio Caloprese, cartésien, du mars 1714. Et c'est là que notre adverbe indesinenter apparaît. Sed corpora semel mota, accedente nova vi motrice, accelerantur, et si ista nova vis indesinenter acceda, illa indesinenter accelerantur. C'est-à-dire que s'il y a une nouvelle force qui donne une nouvelle impulsion, c'est le cas de l'attraction, eh bien ce mouvement sera accéléré à l'infini, indesinenter. Puis il y a la citation du passage que je vous ai lu de Descartes, c'est-à-dire ob circonvolutionem materiae solaris, c'est-à-dire que grâce à la circonvolution de la matière solaire, tout va vers le centre, et donc il y a besoin qu'il y ait une autre accélération pour éviter que tout précipite au centre de la masse solaire. Quoposito necesse videtur ut eorum motus indesinenter acceleretur, que le mouvement s'accélère sans cesse, précisément pour éviter qu'il y ait une espèce de conversion vers le centre. Donc, pour conclure, il y a en même temps, au XVIIe siècle, une fascination d'union, une tension d'union et un éloignement dans l'infini d'horizons invisibles. Ce fut de la science à la mystique l'envol du XVIIe siècle. Comme nous le témoigne encore, et là on passe de la science à la mystique, le passage me semble tout à fait justifié grâce à cet adverbe, dans le traité pieux et nécessaire pour tous ceux qui désirent approcher de la vraie dévotion à Marie de Marc-Antonio Martinengo, qui était un noble vénitien, publié à Venise précisément en 1629, et qui cite à la fin du chapitre 13 une lettre de Saint Jérôme. Je ne vous donne que le texte français, mais je vous lis là aussi le indesinenter. Puto quod quid cordis est, quid mentis, quid virtutis humanae, si totus adibeas non sufficit ad cogitare valeas quanto indesinenter
Maria cremabatur, le même verbe qu'on utilise quand les planètes approchent de la masse solaire, ardore pii amoris. Je pense que même en unissant toutes les puissances du cœur, de l'esprit, des vertus humaines, on n'arrivait pas à imaginer quanto indesinenter, hein, combien sans cesse et en continuant, Marie s'enflammait et brûlait d'amour divin. Car même si elle aimait son Christ de tout son cœur et de toutes ses volontés, néanmoins, tous les jours, elle s'embrasait de plus en plus par de nouveaux affects. Quotidie inflammatur novis affectibus. La théorie de l'affect n'apparaît pas seulement chez Roland Barthes, comme vous le voyez. Hein, là, le texte précède et avec cette beauté, c'est-à-dire que indesinenter signifie que chaque étape nous donne de la flamme ou de la force nouvelle qui va faire brûler encore plus le cœur des saints, et dans ce cas de la Vierge. Indesinentero. C'est donc le verbe que j'ai choisi pour figurer notre journée. Car si le legs que nous est cher, nous ne le concevons que comme le grand centre de notre civilisation, nous y serions attirés et absorbés sans voir, hélas, les forces elliptiques qui jaillissent partout autour de nous en ce temps présent. Mais si nous ne suivons, au contraire, que ces impulsions constantes et divergentes du présent, nous serions éjectés dans l'infini de l'émiettement et de la défiguration, ce qui est en train aussi d'arriver. Hein. Donc, il faut être en même temps cartésien et newtonien. On ne peut pas être newtonien sans être un peu cartésien et vice-versa. C'est pourquoi je me permets de vous proposer, comme une sorte d'emblème inaugural de notre journée d'études, cette figure de Descartes, cette contraction et distension que sans cesse et sans intermission, donc indesinenter, nous devons accepter de notre passé et propulser dans notre avenir, avec tous les oublis, toutes les pertes, toutes les tensions et distorsions inévitables et j'ajouterais nécessaires, afin qu'une ellipse plus large, comme là, donne lieu au sein de l'infini à une nouvelle forme, globuli materiae celestis, de matière céleste que les arts captivent dans leur acte de création. Pardonnez-moi d'avoir proposé cet emblème qui est un peu loin de apparemment, de nos préoccupations, mais je suis vraiment très heureux, très ému, très reconnaissant de pouvoir donner maintenant la parole à Pierre Rosenberg de l'Académie française, mais aussi de nos Lincei et de l'American Academy of Arts and Sciences, qui a été, voilà, on commence en effet par ces hauts lieux de mémoire, président directeur du Louvre de 1994 à 2001, et dont l'œuvre couvre vraiment un immense domaine de l'histoire des arts, de Chardin, La nature silencieuse, à David, de Raphaël à la Révolution, justement au dictionnaire amoureux du Louvre, à Watteau, dessinateur, ou encore au catalogue des dessins de la collection Mariette, mais surtout, puisqu'il nous parlera aujourd'hui de la fortune de Poussin, il est vraiment, je dirais, le témoin le plus autorisé, le plus fidèle, le plus attentif à l'héritage de Poussin, qui est en effet au commencement de notre colloque, parce que c'est quelqu'un qui hérite et qui ouvre la modernité. De Poussin, je n'ai rien négligé, de 1994, au catalogue raisonné des dessins de Poussin, du dessin au tableau, c'est toujours simplement des titres, Poussin, Watteau, Fragonard, David et Inck, et encore notre grand moment, Poussin and Nature, Acadian Visions, une exposition au Metropolitan Museum de New York en 2008, et puis encore un thème important, le cardinal Fesch, Poussin et Midas, et encore de Poussin à Fragonard. Vous voyez la grande palette de ces recherches. Nicolas Poussin, les tableaux du Louvre, catalogue raisonné,
et encore l'exposition récente de 2017 à Chantilly, Nicolas Poussin, donc catalogue dirigé et organisé par Pierre Rosenberg. C'est vraiment un grand privilège que j'ai, j'ose dire que mon enseignement, cette chaire a été posée dès le commencement sous la protection bénévole de Pierre Rosenberg et qui m'a toujours donné de très bons conseils, et même récemment, nous le savons bien, et donc je suis vraiment très honoré qu'il accepte d'ouvrir nos travaux et de repenser à l'œuvre de Poussin. Un grand merci. Voilà.